tout ce que tu peux faire sur ton poste qui peut t'aider pour les concours, il faut y aller à fond. À mon avis, le fait de dire le concours c'est une année de préparation, c'est réducteur. C'est une année de préparation intensive et plusieurs années pour arriver à cette année de préparation. Pour vos postes, pour vos choix de concours, vos choix de ministère, choix de collectivité, ne choisissez pas le prestige, choisissez des missions qui vous font vibrer. Ce sera vraiment le seul moyen de passer 9 heures où vous vous sentirez utile. L'administration française est une administration puissante, ça se voit dans le style. Avec une phrase de 5 mots, on peut faire passer des idées très complexes. Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast qui donne la parole à des jeunes fonctionnaires pour transmettre leur ambition pour la chose publique. En revenant d'abord sur leur parcours personnel, on essaie de comprendre le cheminement pour devenir fonctionnaire. Ensuite, on se concentre sur leur poste et sur leurs missions actuelles dans le service public. Enfin, des conseils très personnels sont donnés pour réussir les concours. Aujourd'hui, c'est au tour de Jean-Thomas Heldin, 33 ans, entré d'abord dans la fonction publique sur le terrain, avec le concours de catégorie C, pour finir, après avoir réussi les concours B, A et A+, 10 ans plus tard, élève administrateur territorial à l'Institut national des études territoriales. On se penche précisément sur la manière de préparer un concours interne, avec le cycle préparatoire intégré de l'Institut national du service public, et comment jongler entre vie professionnelle, vie perso et concours. Avant de vous souhaiter bonne écoute, n'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast et le partager autour de vous si vous avez aimé la démarche, car ça pourra intéresser des personnes dans votre entourage. Bonne écoute. Bonjour Jean-Thomas. Bonjour. Merci d'être ici pour parler de ton parcours. Je vais te présenter et puis on va tout de suite parler des postes que tu as eus. Alors Jean-Thomas Heldin, tu es né à Nancy en 1990. Tu commences le post-bac avec 1 an à l'Institut de formation en soins infirmiers d'abord, mais tu arrêtes ce cursus pour intégrer l'université à Nancy pour une licence d'administration économique et sociale. À la fin de ta licence 3, à ce moment-là on est en 2013, tu réussis le concours externe de catégorie C à la Direction générale des finances publiques et tu deviens responsable du recouvrement des créances locales. 2 ans après, tu réussis le concours B de secrétaire administratif interministériel et tu deviens chargé de mission politique jeune au sein de la Directe du Loir-et-Cher. Ce sont des administrations territoriales qui interviennent sur le thème de l'économie, l'emploi et le travail principalement. Et tu y restes 3 ans avant de réussir le concours externe d'attaché à l'administration d'État en septembre 2018, le concours des instituts régionaux d'administration de Nantes. En même temps que tu es en formation à Nantes, tu suis en cours du soir un master de management des administrations publiques à Poitiers. Tu sors des IRA sur un poste d'acheteur public au ministère de l'économie en septembre 2019. Encore une fois, tu n'y restes pas très longtemps, puisqu'après 2 ans à Bercy, tu intègres le cycle préparatoire au concours interne de l'Institut national du service public en novembre 2021. Tu y prépares les concours pour devenir administrateur, et c'est chose faite puisque tu es reçu au concours d'administrateur territorial l'année suivante, c'est le concours de l'INET. Et tu t'es aussi reçu au concours de cadre dirigeant de la sécurité sociale, le concours EN3S. Tu es en ce moment élève administrateur territorial en début de formation, et tu vas nous raconter un petit peu comment se déroule cette formation. Aussi, d'un point de vue associatif, tu es vice-président de l'association des anciens élèves des IRA, notamment en charge du développement du réseau professionnel. Est-ce que tout ça te semble correct ? C'est exactement ça, merci. Alors, tu choisis de passer rapidement un concours dès la fin de ta licence 3. Est-ce que tu aurais aimé continuer un petit peu plus loin dans ton parcours universitaire, mais tu n'as pas eu cette occasion ? Sachant qu'avec une licence, tu peux normalement prétendre à tous les concours, catégorie C, B, A et A+. Quel était ton raisonnement à cette époque-là, en 2013 ? Je pense qu'il y avait premièrement un manque d'orientation et j'avais aussi un contexte familial assez compliqué où j'avais besoin de... Enfin, j'arrivais pas à me projeter en fait, dans une démarche de préparation au concours face avec des échecs possibles, etc. J'avais besoin de me sécuriser personnellement. Donc j'ai passé clairement des concours qui m'intéressaient, j'ai passé que des concours qui m'intéressent, mais j'ai pris le premier que j'ai eu sans... Et je pense qu'on aura le temps de développer ça sans vraiment réfléchir aux différences de postes et de positionnement qu'il y avait. Où pour moi, CBA, d'accord, c'était une différence hiérarchique, mais je voyais pas à quel point c'était comme très prégnant dans l'administration, cette question de la catégorie hiérarchique. Donc oui, à refaire, j'aurais certainement continué quand même, passer d'autres concours plus tôt. Tu avais une attirance pour les domaines économiques, mais tu avais aussi fait une année à l'Institut de formation des soins infirmiers.
Donc est-ce que peut-être le domaine sanitaire, ça t'intéressait aussi ? La vraie attirance que j'avais pour une matière à la fac, c'était vraiment pour les finances publiques, qui était à la fois quelque chose de très précis, de très juridique dans le fait qu'il y a un raisonnement à mener, etc. Et aussi quelque chose où c'est une matière où on a besoin de manier des chiffres, de manier une certaine logique mathématique, et c'était quelque chose qui m'allait bien. Et oui, alors le côté aussi, ce qui m'a plu à l'école d'infirmier, c'était la rigueur et la technicité des soins à apporter et les protocoles appuyés. Donc tu vois qu'il y a quand même un côté très carré dans ce que j'aime faire en fait, dans ma personnalité. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu retrouves dans ton cursus de fonctionnaire quand tu es arrivé à la DGFiP au niveau territorial? D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'était au niveau territorial. Ça, tu l'as retrouvé, cette ambiance un petit peu rigueur, mécanique scientifique, chiffres? Oui, sur chacun de mes postes. Je pense vraiment, premièrement, qu'un poste, c'est vraiment ce qu'on en fait. Et ayant, moi, cette rigueur, quand je suis arrivé, par exemple, sur un poste où c'était beaucoup moins le cœur du métier, quand j'étais à la directe, où j'ai dû mettre en place la garantie jeune dans le département, j'ai quand même voulu formaliser, par exemple, des fiches de procédure très importantes, une formalisation pour les demandes de subventions, des contrôles de gestion, l'analyse de comptabilité des opérateurs qu'on subventionnait. Donc, tu vois, j'ai comme beaucoup ramené ça sur chacun de mes postes, en effet. C'est un peu une compétence forte qui a irrigué tes différents postes. Mais est-ce que, en 2013, quand tu passes ce concours pour rentrer à la DGFiP en tant que catégorie C, c'est d'abord l'idée d'être fonctionnaire ou c'est le poste en lui-même, les opportunités professionnelles? Ça aurait pu être dans le privé, ça aurait pu être dans le public. C'est quoi ton raisonnement? Non, en fait, c'est vraiment la volonté d'être fonctionnaire, de servir. Alors, l'État, sur mes premiers postes et maintenant les collectivités territoriales, mais en tout cas, pour moi, il y a quand même une unité, c'est de servir l'intérêt général, servir la nation, le pays. Clairement, c'est vraiment ça qui m'a animé dès le début. J'ai voulu, en fait, pour un niveau plus personnel, mon frère était attaché d'administration, a fait les IRA. Quand j'étais petit, il me parlait de son poste au cabinet du préfet. Le petit garçon de 10 ans que j'étais avait un peu les étoiles dans les yeux avec les policiers, etc. Donc ça m'a parlé, ça m'a attiré. Et c'est d'ailleurs les IRA, ça a été quelque chose c'était un objectif à moyen terme dans ma carrière, justement à cause de ça. Donc vraiment, la fonction publique, c'était quelque chose d'important pour moi. Je suis baigné dedans et je peux comprendre tout à fait qu'à 10 ans, quand on te raconte que les rayons de police peut-être, le fait que le préfet est quand même au niveau territorial, l'échelon de coordination des forces de police, des forces de gendarmerie, des secours, des pompiers, etc., je peux tout à fait imaginer que à 10 ans, tu as des étoiles dans les yeux et tu t'orientes à moyen terme pour ce concours. Et très vite, quand tu passes le concours en externe pour le concours B, en 2015, est-ce que tu avais aussi tenté les concours A à cette époque-là ou pareil, d'une certaine manière, tu t'étais un petit peu bridé, tu avais cherché la sécurité et de monter progressivement? Je pense pas que c'était une notion de sécurité. Un peu toujours ce problème d'orientation, même si tu sais que j'ai connu les IRA quand j'étais jeune. Mais je m'y projetais pas. J'arrivais pas à m'y projeter moi en me disant je suis en que entre guillemets. Tu comprendras bien de mon parcours qu'il n'y a aucun mépris dans cette phrase. J'étais que entre guillemets catégorie C. Je me voyais pas aller à l'oral, passer. Bon, tu vois, c'était assez compliqué comme période. Et donc j'ai passé le concours B. C'était aussi un côté, tu vois, escalier. Tu passes le concours directement au-dessus, etc. Et j'avais passé le concours de secrétaire administratif, donc un concours interministériel. Là, c'était pour rester dans la région centre, où j'avais mes attaches familiales et mes enfants. C'est pour ça que j'ai pas passé le concours de la DGFiP, qui lui était un concours national, alors que le concours de secrétaire administratif était au niveau académique. Donc j'étais sûr de rester au moins dans la région centre. D'où ma bifurcation à la directe à l'UD direct de Loir-et-Cher. Et ça, le concours externe, tu le bosses en cours du soir, tu arrives à maintenir un niveau de travail quotidien et en même temps tu gardes le cap. Ça se prépare sur quoi? Sur 3-6 mois? Je pense que c'est quand même des concours qui n'exigent pas d'avoir un an de préparation, comme on le verra peut-être pour le concours de l'INSP et l'INET. Comment t'avais toi vu cet aspect-là pour jongler entre vie perso, vie privée? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? En fait, oui, je l'ai révisé en cours du soir avec donc une préparation à distance. Et également en demandant à des pairs qui avaient passé ce concours ou qui étaient attachés d'administration de me donner des conseils. Parce que moi, je connaissais du coup la DGFiP, qui est comme une administration particulière. Donc là, j'ai demandé donc, des conseils pour me projeter sur les missions d'un catégorie B, d'un secrétaire administratif dans une direction d'un ministère de l'État en ATE, donc en administration territoriale de l'État.
Je l'ai révisé pas trop sur le fond des connaissances parce que je sortais il n'y a pas si longtemps que ça de ma licence, mais vraiment sur le positionnement parce qu'un catégorie B en ATE peut manager. C'était quelque chose que j'avais pas fait. Donc il y avait et d'ailleurs à l'oral j'ai eu beaucoup de questions sur le management. Est-ce que tu peux repréciser un petit peu déjà pour nos éditeurs les principales caractéristiques d'un agent de catégorie C, ça veut dire, je crois que c'est plutôt des missions d'exécution, le basculement avec le B, pour qu'on ait un peu plus de chair et qu'on comprenne vraiment comment entre 2013 et 2015, toi tu as évolué et tu t'es dit, voilà, je peux prétendre à ce concours de catégorie B. Les agents de catégorie C, souvent sont sur des missions d'exécution. Donc, par exemple, moi, quand j'étais dans une trésorerie, je faisais donc à la fois l'accueil des contribuables, un peu l'information de premier niveau qu'ils avaient, et j'étais aussi, comme j'étais une petite trésorerie, responsable du recouvrement sur un portefeuille de communes dont j'étais responsable. Ça veut dire que je faisais des actions de recouvrement forcé, des saisies sur salaire, par exemple, pour des habitants indélicats. Recouvrement, ça veut dire que tu récupérais l'argent qui était dû et qui n'était pas versé à l'État. Alors là, c'était versé aux collectivités parce que donc c'était une trésorerie locale. Mais oui, donc par exemple, la cantine des enfants, si les parents ne la payaient pas, après la créance partait au Trésor public qui, lui, a des capacités juridiques pour saisir directement auprès de la banque ou de l'employeur ces sommes. Ensuite, donc les agents de catégorie B sont plus sur un rôle soit de management de proximité en ATE. Je précise, donc quand je dis ATE, c'est administration territoriale de l'État. Je précise parce que c'est vraiment différent en centrale. Donc, par exemple, le chef de pôle, où tu peux encadrer, par exemple, les agents d'accueil, etc. Et tu as aussi des missions d'expertise, déterminer l'issue de telle ou telle demande, de tel ou tel dossier. Et ensuite, donc, pour les agents de catégorie A, c'est donc à la fois une mission de direction d'équipe plus importante ou d'expertise vraiment de haut niveau cette fois-ci. Donc en ATE, par exemple, tu peux être chef d'un bureau d'une préfecture, par exemple du séjour, c'est-à-dire que c'est toi qui, dans ton département, es la personne référente en matière de séjour ou de RH pour ta préfecture, etc. C'est toi le chef de cette unité. Et par exemple en centrale, c'était mon cas, tu peux être sur des postes d'experts. Donc moi j'étais acheteur public, mais on y reviendra. Et après, donc à plus, là c'est vraiment des postes de conception de politique publique avec un niveau beaucoup plus macro et des directions d'encadrant, donc de l'encadrement d'encadrant, des directions de services, etc. Ok, au niveau un petit peu plus clair sur justement cette organisation CBAA+, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir sur d'autres podcasts, et je pense que c'est quand même aussi intéressant d'avoir sur un format discussion ces éléments. Donc on a vu la bascule entre quand tu étais agent de catégorie C à B, comment après tu t'es préparé pour le concours d'attaché, de cadre A. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Là, il y a une vraie différence, une vraie marche sur la manière d'appréhender le concours. Parce qu'il y a plusieurs matières. Ce qu'on attend d'un candidat aux IRA, c'est d'être en capacité d'exercer sur tous les métiers proposés après les IRA, qui sont vraiment très nombreux. Donc là, j'ai vraiment dû à la fois me positionner en tant que manager, parce que c'était quasiment sûr que j'aurais à manager soit en mode projet, soit en mode hiérarchique, mais c'était sûr. Il y avait aussi une capacité à prendre du recul, à analyser les politiques publiques, à avoir un avis sur des choses sur lesquelles j'avais jamais exercé, mais que je devais avoir en tant que cadre, et aussi une certaine capacité, tu sais, à représenter l'administration. Parce que quand tu es cadre A, tu peux, du jour, enfin même de l'heure à l'heure d'après, ton préfet, ton directeur te dit, bon, bah, tu vas telle réunion interministérielle, telle réunion avec telle autre direction, et c'est à toi de représenter quelque chose, d'appréhender très rapidement des éléments complexes. Donc ça, vraiment, j'avais conscience de cet attendu, et je l'ai beaucoup révisé. Sachant qu'en même temps, le concours A, les épreuves, il y a du droit, des finances publiques, de l'économie, il y a un gros panel, peut-être beaucoup plus étoffé que sur les concours catégorie C et B. Donc même ça, sur la préparation, le simple fait d'avoir fait licence d'administration économique et sociale ne suffit plus. Il fallait repasser par la case manuelle, je me prépare, concours blanc, etc., pour réussir ce concours. C'est absolument ça. Ça, plus le fait que ça faisait 4 ans que j'étais sorti de l'université, donc mes connaissances commençaient à dater déjà. Et oui, exactement, il fallait réviser des matières sur lesquelles tu n'avais pas beaucoup de connaissances et tu pouvais très bien tomber sur un sujet que tu ne maîtrisais pas. Aux IRA, il y avait donc à l'époque, ça a changé, mais à l'époque, il y avait des QRC, donc des questions-réponses courtes, et ça pouvait être sur le rôle de la Cour des comptes jusqu'à le budget vert de l'État, donc c'était assez large. Mais sachant que c'était le concours externe ou interne, c'était quel concours ? J'ai passé le concours interne donc dès mes 4 ans d'ancienneté. Et ça m'a
un peu aidé d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'au concours interne, on attend de toi un positionnement professionnel, administratif, pas plus que des connaissances, mais à côté de connaissances, qui peuvent épauler un manque de connaissances ou des connaissances plus empiriques que quelqu'un qui sort vraiment des études. Surtout que c'est vrai qu'aux IRA, les externes, c'était souvent un CV, il y avait des agents, des élèves, des candidats qui avaient fait Sciences Po, qui avaient fait des M2, voire 2 M2, etc. Donc là, le concours externe était vraiment beaucoup plus basé sur les connaissances, et le concours interne, c'était un mélange connaissances et positionnement professionnel. Ce qui fait qu'on attend moins que tu saches tout, mais plutôt que tu saches trouver la réponse peut-être, ou montrer au correcteur que tu fais le raisonnement avec une autre politique publique un peu similaire, d'autres enjeux. Et là, par contre, on attend plus facilement que tu aies des connaissances sur le budget vert de l'État, ou du moins les grands axes de politique publique, les grandes modifications, modernisation de la fonction publique, les grandes lois, plutôt qu'un étudiant qui, lui, qu'on lui parle de la distinction au directeur de cabinet et SG dans une préfecture. À moins qu'il ait fait un stage en préfecture, ça peut être compliqué d'appréhender vraiment cette dichotomie de fonctions. Et donc, on arrive enfin à la dernière étape, la dernière marche de l'escalier, ou peut-être il y en a d'autres, tu nous diras, de passer de A à A+. Comment ça se passe, cette fameuse bascule ? C'est une question très intéressante, parce que je ne m'étais jamais perçu ou imaginé en tant que catégorie A+, en tant qu'administrateur. Dès que j'étais agent de catégorie C, je pensais aux IRA. Alors, j'y pensais pas en me rasant le matin, mais j'y pensais, je me disais pourquoi pas, etc. Enfin, c'était quelque chose qui existait. Les concours A+, vraiment, je m'interdisais peut-être d'y penser. En tout cas, vraiment, je ne m'y projetais pas. Mon arrivée à Bercy, donc en centrale, m'a vraiment libéré. Ça a été un premier élément qui m'a libéré sur ça. Parce que, en fait, en réunion, j'avais énormément de réunions avec des administrateurs, donc de l'État, des magistrats, etc. Et pour le petit, entre guillemets, provincial que j'étais, rencontrer des énarques, rencontrer des magistrats, c'était la première fois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient abordables, pas auréolés d'une nuée céleste et d'une auréole. Mais j'exagère un peu, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc ça a été un premier élément qui m'a permis de me dire, ces concours existent. Voilà. Et y compris d'arriver à Paris, d'ailleurs, de marcher devant le Conseil d'État, de voir des jeunes sortir du Conseil d'État, je me dis, ah oui, en fait, ça existe. C'est donc premier élément. Deuxième élément, ce sont les confinements, donc par rapport à la période Covid, où sur le premier confinement, je travaillais la journée et tout le reste du temps, à la maison, j'ai joué aux jeux vidéo. J'ai joué à World of Warcraft pendant des dizaines d'heures, les nuits. J'étais étudiant à nouveau, tu vois. Bon, c'était très bien pendant 55 jours, mais avec la double journée, travail la journée et WoW le soir et la nuit, je me suis dit, bon, un confinement, c'est bien, 2 confinements, non, il faut que j'ai quand même quelque chose de plus positif. Et donc je me suis dit, écoute, t'as des amis qui préparent les concours A+, je me sentais un peu à la ramasse quand ils parlaient, quand ils évoquaient des notions, tu sais, abstraites, etc. Je me suis dit, je veux apprendre, approfondir, me servir de ce confinement, de ce temps que je passe pas avec mes amis, à faire des voyages, etc., à réviser. Donc je me suis inscrit à la préparation à distance de l'IGPDE, donc en cours du soir. Et petit à petit, je me suis pris au jeu. Alors déjà, tu t'es pas pris au jeu de World of Warcraft, mais au jeu de l'IGPDE. Oui. Alors l'IGPDE, c'est l'Institut Général Préparation... Développement économique. Sur ces mois-là, donc c'était en gros de octobre 2020 à février, j'ai révisé en cours du soir, donc avec des galops d'essai qui étaient envoyés par mail, à faire les week-ends, les soirs, etc. Avec des apports de connaissances qui étaient aussi envoyés de manière dématérialisée. C'était vraiment très intéressant, et donc je me suis pris au jeu de cette préparation, notamment parce qu'en fait je me rendais compte que le positionnement comme préparant le concours interne, tu sais, ce sont des épreuves à l'INSP, mais à l'époque c'était encore l'ENA, donc si je dis ENA, ne m'en veux pas. Les épreuves en interne, c'est des épreuves où tu es en position d'exercer professionnellement, donc tu es adjoint sous-directeur, etc. Et je me suis rendu compte que c'était très intéressant d'avoir ce niveau-là d'expertise. C'est-à-dire qu'on te parlait d'une politique publique de manière globale, et toi, tu étais au niveau, tu pouvais évaluer, aider, accompagner une politique publique au niveau global. Ça m'a vraiment intéressé. Et je me suis rendu compte là, et je pense que ça fera l'objet de questions après, mais je me suis rendu compte que préparer ce niveau de concours en cours du soir, pour moi, c'était vraiment très compliqué. Je partais peut-être de trop loin, j'étais peut-être trop perfectionniste, mais en tout cas, j'avais du mal à gérer à la fois ma vie professionnelle, donc mine de rien, de cadre dans l'administration et dans un grand ministère comme celui de l'économie, c'était des postes importants. Et les soirs, les week-ends, concilier vie familiale et préparation concours.
Et j'ai appris que existait, que l'ENA, l'INSP, finançait environ 80 places par an de préparationnaires pour les concours. Ça se présente sous la forme d'un concours à passer, où quand tu es admis à ce concours, l'ENA, l'INSP, te finance pendant un an, te paye, prime comprise, et ça c'est une vraie avancée de l'INSP. Donc pour les internes, ils ne perdent pas d'argent à réviser. Tu peux être notamment positionné auprès donc, de cet institut, l'IGPDE à Vincennes, qui relève du ministère des Finances. Et tu as des professeurs qui tous les jours te font des conférences de méthode, te corrigent tes copies et surtout incarnent c'est quoi être un administrateur, te répondent à toutes tes questions, à tous tes doutes, etc. Et tu as aussi un collectif de travail. Et à ce moment-là, quand tu redeviens élève pendant un an, donc c'est réservé par contre que pour le profil interne, hein, on est bien d'accord. Quand on passe en externe, il n'y a pas de cycle préparatoire, à moins qu'on parle des prépa talents et pour boursiers, mais sinon ça reste un schéma seulement pour le concours interne. Donc à 80 places, tu faisais partie de ces 80 à l'IGPDE à Vincennes pendant une année. Et là, tu peux faire que ça. Tu as une bibliothèque, tu as ton écurie avec qui tu travailles, enfin t'es 3-4 personnes avec qui tu travailles. Et on ne fait que ça, quoi. On mange du bouquin, du manuel, des euros, et ça passe très vite, je suppose. Alors, petite précision, c'est à la fois pour le concours interne et le troisième concours. Mais oui, en effet, c'est seulement réservé au concours interne et troisième concours. Les 80 places, d'ailleurs, c'est au total. Interne, troisième concours, je crois que c'est 70 et 10, à peu près comme ça, la répartition entre interne et troisième concours. Donc oui, pendant un an, du lundi matin au vendredi soir, on a des cours à l'IGP2, donc ça représente environ 2-3 heures de cours par jour. Et le reste, on a donc la salle à disposition, un centre de documentation à disposition. Tous les vendredis, on a des galops d'essai. Donc vendredi après-midi, on avait une épreuve de 5 heures toutes les semaines, ou de 3 heures pour les finances publiques. Et on avait aussi 2 concours blancs, donc du lundi au vendredi, 2 dans l'année. Donc oui, ça passe très très vite, mais c'est vraiment une aventure incroyable, parce qu'on se rend compte qu'on assimile un niveau et une quantité de connaissances vraiment incroyables en un an, avec par exemple des magistrats qui nous expliquaient le droit administratif, à la fois dans une logique de concours, mais également sur une logique un peu professionnelle, où ils parlent de collègue à collègue. Ok, mais je veux juste qu'on revienne un petit peu plus en profondeur sur comment tu es rentré dans ce cycle préparatoire. Et après, on reparlera en partie 3 de comment tu as vécu cette année de préparation concours, les conseils que tu peux donner. Juste qu'on s'attarde sur ce point, quelles sont les épreuves pour rentrer dans ce cycle préparatoire ? Alors, les épreuves, il faut savoir que le cycle préparatoire à l'INSP, on appelle PENA ou pré-INSP, dure un an de novembre à novembre. En mars, il y a les écrits, donc il y a 2 épreuves écrites. Premièrement, une note de synthèse en 4 heures. Donc note de synthèse vraiment dans le sens pur de pas de connaissances extérieures à apporter, un dossier assez large à synthétiser et à ordonner, surtout à ordonner, c'est pas un résumé de texte, c'est vraiment une note de synthèse où on est positionné à tel niveau et on nous demande une analyse sur quelque chose, basée sur les documents. Il y a aussi une épreuve de dissertation qui dure 3 heures, où il y a 4 sujets au choix, et là c'est à noter, on choisit le sujet au jour où on présente l'épreuve, c'est pas à l'inscription, comme il peut y avoir dans d'autres concours. Donc sur ces 4 sujets, il y a toujours un sujet de relations internationales, un sujet un peu politique / questions contemporaines, culture G, un épreuve de questions sociales et un sujet d'économie. Donc là, tu choisis ton sujet et après, en gros, ils en prennent 1 sur 2 pour aller à l'oral et encore 1 sur 2 après l'issue du grand oral, où là, c'est un grand oral format ENA ou format concours A+, où il y avait 9 personnes devant moi. Mais seulement la moitié prenait la parole, et c'est vraiment donc un feu roulant de questions sur ton parcours, etc. Juste, il n'y a pas de mise en situation professionnelle, c'est vraiment juste sur à la fois ta motivation et aussi tes connaissances. Et donc en termes de temporalité, on est en mars, donc est-ce que déjà avant, en amont, il y a des aides, de la documentation, peut-être même des concours blancs pour préparer ce premier concours qui ne sert qu'à rentrer dans un cycle préparatoire ? Alors oui, les écrits sont en mars et les oraux en juin. L'IGPDE propose une préparation à la préparation au concours préparatoire. Donc, l'IGPDE prépare à ce pré-concours via des apports de connaissances et des concours blancs. Mais moi, j'ai fait le choix de préparer plutôt ce concours avec la préparation directement à l'INSP, proposée par l'IGPDE. Je me suis dit un peu qui peut le plus, peut le moins. Et comme ça, j'avais aussi en tête de vouloir passer l'INSP dès la phase, avant la rentrée en cycle préparatoire. Comme ça, je commençais cette année de préparation payée à temps plein, etc., en ayant déjà passé une fois les épreuves. Donc oui, l'IGP2 propose ça, mais je conseille, moi, à nos chers auditeurs, de peut-être préparer un peu pour de vrai directement le concours. Ok, donc tout est clair pour quand on est en interne
rentrer dans ces cycles préparatoires, dans cette préparation plus générale pour les concours A+. On y reviendra une nouvelle fois dans la partie 3. Mais j'aimerais vraiment clôturer cette première partie sur ton parcours personnel, ta construction, pour devenir aujourd'hui administrateur territorial, par la petite question que j'ai bien posée. Un objet, une œuvre d'art, un livre, un film qui a été signifiant pour toi, dans ta construction justement pour passer les concours, qui montre bien ce qu'est être fonctionnaire aujourd'hui. Je suis assez marqué par l'absence d'œuvres positives artistiques sur c'est quoi être fonctionnaire, la fonction publique, sur l'intérêt. Pour aller des références plus classiques aux employés de Balzac, ou jusqu'au dernier film de Jérôme Commandeur, là, qui va bientôt sortir, ou qui est sorti bientôt, qui parle d'un fonctionnaire planqué qui doit retrouver un travail, et qui, du coup, l'intrigue de cette comédie, c'est ça, le fonctionnaire qui ne fout rien. Donc du coup, je suis vraiment marqué par le fait que dans l'imaginaire collectif, il n'y ait pas de place valorisée et valorisable pour la fonction publique. Il y a quand même une petite anecdote un peu rigolote, d'ailleurs, c'est que quand je suis arrivé à Bercy, on m'a expliqué que mon bureau était le bureau qui était juste à côté de celui où était tournée l'auberge espagnole. À la fin, en fait, il rentre à Bercy et finalement, après, il s'enfuit en courant. Donc mon bureau était vraiment celui à côté du lieu de tournage. Et je me suis dit, quand même, c'était un symbole, tu vois, très négatif. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai visité les Invalides. Et quand tu vas voir le tombeau de Napoléon, il y a des bas-reliefs tout autour du tombeau qui présentent les grandes actions civiles, les grandes réalisations civiles de Napoléon. Donc à la fois la Cour des comptes, le Conseil d'État, le Code civil, etc. Tu vois, là on savait montrer une réelle construction, quelque chose de positif sur une construction civile. Et il y a également quelque chose qui m'a d'ailleurs fait rencontrer le personnage. Il y a le tombeau du maréchal Lyautey, qui est juste à côté de celui de l'empereur, enfin en hauteur, mais dans la chapelle des Invalides. Et sur ce tombeau du maréchal Lyautey, il y a une phrase qui m'a vraiment marqué et qui, pour moi, montre c'est quoi être fonctionnaire. Donc l'œuvre qui m'a marqué, finalement, c'est quasiment ça. Et donc cette phrase, c'est « Être un de ceux auxquels des hommes croient, dans les yeux duquel des milliers d'yeux cherchent l'ordre, à la voix et à la plume duquel les routes se rouvrent, des pays se repeuplent, des villes surgissent. » Voilà. Pour moi, c'est ça, une belle œuvre, un objet qui me fait penser à la fonction publique. À la fois le fonctionnaire qui fait acte de civilisation, acte de construction, le fonctionnaire bâtisseur, en fait, qui vraiment au service de ses concitoyens. Et c'est marrant parce que le général Lyautey, il avait été cité par Annabelle dans l'épisode 1 et de son ouvrage sur le rôle social de l'officier. Donc on se croise entre podcast et entre administration, puisque pour le coup, t'as pas appréhendé la voie militaire, mais pour autant, ces hommes, ces fonctionnaires militaires résonnent en toi. Et on va parler plus en détail de tes différentes expériences, notamment politique jeune et ton poste d'acheteur. Jean-Thomas, partie 2, tu as eu beaucoup d'expériences différentes. Celles qui m'ont semblé signifiantes, c'était ton poste de chargé de mission politique jeune et ton poste d'acheteur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ton poste de chargé de mission politique jeune d'abord ? Oui, ce poste, c'était donc dans une unité départementale de la Directe, donc l'échelon départemental de l'administration de l'État en charge du travail, de l'emploi et des entreprises, de l'économie, où ma mission, plus particulièrement, était de mettre en place la garantie jeune dans le département, donc dans le Loir-et-Cher. La garantie jeune, c'était, parce que ça a été remplacé maintenant, c'était un dispositif d'accompagnement intensif pour les jeunes qui étaient très éloignés de l'emploi. Et via une bourse mensuelle et un accompagnement intensif par la mission locale, il y avait une volonté de les mettre en situation professionnelle via des stages, etc., pour qu'on puisse lever, via l'accompagnement de la mission locale, les freins périphériques d'accès à l'emploi. En fait, le cadre, c'était que la garantie jeune, c'était une expérimentation pendant quelques années, ouverte à certains départements volontaires. Le Loir-et-Cher ne s'était pas positionné en tant que volontaire. Et lors de la phase de généralisation, moi j'étais donc chargé de mission à la Directe de Loir-et-Cher, et donc j'ai eu à adapter cette garantie jeune au contexte local, c'est-à-dire prendre l'information sur comment ça s'était passé dans les autres départements qui étaient expérimentateurs, voir le cadre national, les contraintes juridiques, tu vois, tout ce qui était le cadre législatif et réglementaire créé par l'administration centrale. Parce que tu arrives en 2015, donc tu me parles d'expérimentation, ça veut dire que est-ce que c'est une mesure qui a été faite dès 2012 et donc on a déjà, pour certains départements, la fin de l'expérimentation. Et toi, quand tu arrives sur ce poste-là en tant que chargé de mission, on te vend une fiche de poste avec plusieurs domaines d'action. Et en fait, tu te rends compte que mettre en place la garantie jeune, ça devient ton poste principal, ta mission, ton objectif.
En 2015. Alors, j'allais en parler, mais en fait, non, justement, j'ai eu la chance, c'est que ma fiche de poste était une fiche de poste, pas d'exécution, mais d'expertise de petit niveau. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure sur les agents de catégorie B, où c'était par exemple, faire des dialogues de gestion financiers avec des opérateurs qu'on subventionne, enfin que l'État subventionne. Et finalement, l'attachée d'administration qui aurait dû mettre en place la garantie jeune est partie. Et elle n'a pas été remplacée. Donc moi, je suis arrivé quelques mois avant la mise en place de la garantie jeune et je me suis ouvert à ma responsable hiérarchique en lui disant que je voulais aussi passer les IRA dans 2-3 ans et que ce poste-là m'intéresserait beaucoup parce qu'il me permettrait, à l'oral de l'IRA, de valoriser quasiment un poste de catégorie A. Elle a accepté de me donner ce poste-là et c'est comme ça que j'ai pu faire cette mission. Mais c'était pas du tout sur ma fiche de poste à la base. D'accord, donc tu récupères le portefeuille global et en même temps tu continues tes missions pour lesquelles tu avais été recruté en tant que B, ou vraiment tu peux t'y consacrer à 100%? J'ai gardé une bonne partie de mes missions de B, les autres ont été redispatchés sur d'autres agents du service. Mais oui, c'était du coup un poste plus lourd. Mais pour moi, c'était vraiment intéressant et valorisant parce que c'était quasiment de la prépa concours, tu vois. Ça veut dire que le temps que je passais en plus à mettre en place la garantie jeune, tous les acteurs que je rencontrais, etc., ça m'aidait pour ma démarche de préparation au concours. Et ça, je suppose qu'à l'oral, quand tu as présenté ça, forcément, le jury a peut-être des grands yeux écarquillés, est très intéressé, très curieux de ton expérience. J'espère. J'ai été admis en tout cas. Mais oui, j'ai eu beaucoup de questions sur cette expérience professionnelle. Parce que je pense que c'était assez peu commun pour un agent de catégorie B d'avoir un rôle de conception de politique publique. En position de conception de politique publique, effectivement. Et donc, comment vous les aidiez, ces personnes donc, qui ont entre 16 et 26 ans, ni en emploi, ni en formation, ni en études? Comment vous les aidiez concrètement sur le terrain? Alors, l'accompagnement sur le terrain était réalisé par des opérateurs qualifiés. Donc là, en l'espèce, c'était la mission locale avec des conseillers en insertion professionnelle. Donc c'était des gens formés pour ça. Nous, à la Directe, on faisait appliquer le cahier des charges national par les missions locales. Il y avait vraiment une notion de conventionnement avec les missions locales où on leur expliquait les contraintes. Et les contraintes, c'était notamment le fait qu'il fallait recruter des conseillers en insertion professionnelle pour accompagner de manière dédiée ce public. Et on avait aussi, alors je dis on, c'était le préfet, mais dans les faits, c'était ma directrice puis moi, on présidait la commission départementale de la garantie jeune qui prenait les décisions de sanction. Donc tu vois, il y avait un rôle de contrôle de l'action et d'accompagnement de l'action des missions locales. Et donc tu avais plusieurs missions locales dans ton département, et est-ce que sur ton poste justement de A à B, enfin voilà, frontière, tu faisais quand même du management, tu avais cette possibilité d'avoir des interlocuteurs sur lesquels tu devais... exiger des choses, un compte-rendu, t'as dialogue de gestion avec les opérateurs, mais là, est-ce que vraiment t'avais une relation, un petit peu de management? Donc, de management, non, parce que les opérateurs sont des structures autres que l'État. Mais oui, en tout cas, dans le dialogue de gestion que je menais, ou dans aussi la commission départementale que je présidais, il y avait un rôle de contrôle qui était important, où on demandait aux missions locales de faire telle ou telle chose, donc d'embaucher, etc. Voilà, aussi, on décidait collectivement, mais il y avait quand même un poids important du financeur qui était l'État, de sortir un jeune ou de laisser un jeune dans un dispositif. C'est une décision qui s'imposait au directeur de la mission locale. Et ma vraie chance, c'est que les 3 missions locales, donc j'ai pu, les dialogues de gestion, je les faisais avec les directeurs, donc j'avais vraiment un dialogue et un travail partenarial avec des agents qui étaient, eux, en position de direction. Et c'était aussi intéressant pour moi pour voir quelle était c'était quoi en fait être directeur, c'était quoi être encadrant. Et ça fonctionnait cette politique justement? Les objectifs quantitatifs de cette garantie jeune, ce dispositif était rempli. Et d'ailleurs, tous les ans, l'État demandait aux missions locales d'accompagner de plus en plus de jeunes et de faire rentrer de plus en plus de jeunes dans ce dispositif. Donc ça montrait bien qu'il y avait un vrai besoin d'accompagnement intensif. Et sur le côté qualitatif, c'était aussi pertinent et efficace comme dispositif parce qu'on prenait donc des jeunes qui étaient dans ce qu'on appelle des freins périphériques d'accès à l'emploi et on pouvait, grâce à cet accompagnement intensif, lever un à un les freins. Donc c'est la garde d'enfants, la mobilité, etc. Mais aussi sur des comportements, tu vois, comment s'habiller en entretien, faire un CV. Et le fait qu'ils soient rémunérés tous les mois, plus avec une obligation de suivi, des rendez-vous réguliers, etc., ça les mettait vraiment dans une démarche de professionnel. Et d'ailleurs, c'était la base, le work first.
Et donc, c'était vraiment, à mon avis, très pertinent comme dispositif. Le work first, c'est un peu ce slogan retrouver d'abord le travail, c'est ça ? Et après tout déroule ? Oui, c'est ça. C'était mettre d'abord dans l'emploi, même si c'est un stage, pour développer des compétences professionnelles qui après te permettent d'avoir un emploi en CDD plus long, puis en CDI, etc. Et donc ensuite, tu quittes ce poste de chargé de mission politique jeune et tu abordes un autre profil de poste, un profil d'expert achat, un profil d'expert un peu commande publique, à Bercy pendant 2 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus déjà quel est le rôle d'un acheteur et ton quotidien, quoi ? Alors oui, c'était après les IRA. J'ai choisi d'intégrer le ministère de l'économie, des finances et de la relance, qui m'a affecté après sur un poste d'acheteur public. Donc c'est un domaine sur lequel je ne connaissais rien. Tous nos auditeurs qui ont fait droit à la commande publique savent que c'est quand même une matière technique avec des connaissances importantes à avoir. Et ce positionnement d'acheteur était intéressant parce qu'il y avait à la fois le fait d'accompagner les services de la formalisation du besoin jusqu'à l'exécution, en passant par l'analyse des offres, etc. Et aussi d'être identifié comme étant l'expert qui sait, le sachant, en termes de commande publique, et qui du coup coordonne la réunion, anime la réunion avec tous les acteurs autour. Parce que c'est vrai que l'enjeu principal quand on est acheteur, c'est que derrière, c'est deniers publics. Donc en fait, on ne peut pas se permettre de prendre un candidat qui est le moins disant. On prend toujours le mieux disant, c'est-à-dire au regard d'un critère technique et d'un critère prix. Mais là, tu nous dis justement que c'est très complexe, très technique. Et donc forcément, comment toi, tu as pu entrer dans le poste ? Comment tu as pu devenir un sachant, devenir légitime pour parler de commande publique et pour aider les autres services ? Je pense qu'il faut beaucoup d'humilité. Vraiment, quand je suis arrivé, j'ai assumé que je n'avais fait que 2-3 jours de formation achat public aux IRA, que j'avais des restes de ma fac, mais ça remontait quand même assez loin. Donc, j'ai assumé de ne pas savoir. J'ai demandé à bénéficier d'une politique de formation, à l'IGPDE d'ailleurs, qui relève donc du ministère des Finances, mais qui était ouvert à tous les agents de l'État, où j'ai fait un cursus de formation en achat qui allait donc de l'accompagnement un peu basique sur l'acheteur qui prend son poste, et après jusqu'à des techniques plus avancées d'achat. Et donc, en quelques mois, tu as pu être vraiment opérationnel sur le terrain pour aider les services ? Oui, alors, je suis arrivé donc en septembre sur mon poste. J'ai suivi des acheteurs expérimentés pour les accompagner sur des petites tâches, pour qu'ils me présentent leur mission. En parallèle, je me suis formé ce que je viens de te présenter, et j'ai aussi passé la certification d'acheteur public par la direction des achats de l'État, donc qui est une formation certifiante, et qui m'a permis en 3-4 mois, de pouvoir porter plusieurs marchés assez simples. Donc, par exemple, en décembre de l'année où je suis arrivé, j'ai accompagné 8 marchés qui étaient similaires et assez simples sur les enjeux. Mais comme ça m'a vraiment permis, d'être vraiment en situation. Et là, de compter sur l'aide de mes collègues sur mes dossiers et de plus seulement les aider sur les leurs. Mais de nouveau, sur ce poste, sur cette expérience-là, c'est plus de la collaboration, mais pas forcément du management. Est-ce que par rapport à ton envie, en fait, de devenir plus tard administrateur, et tu nous l'as expliqué justement, c'est à l'occasion de discuter avec des collègues à Bercy, tu sens qu'il y a un manque, et donc comment tu as fait pour un petit peu booster ton parcours pour le présenter en tant qu'A+. Oui, je percevais ce manque, du moins cette envie de mon côté de manager, mais il faut aussi savoir que dans l'administration territoriale de l'État, les attachés managent. Donc c'est aussi moi qui avais choisi d'aller à Bercy en sachant pertinemment qu'en centrale, tu manages moins. Tu peux manager, hein, bien sûr, mais moins. Après, je ne pense pas que ça m'ait réellement posé de problème sur les concours que j'ai présentés après, les concours d'administrateur territorial, par exemple, parce que j'ai clairement dit à l'oral au grand oral de ce concours que je souhaitais manager, mais que je l'avais jamais fait et que je me formerais, mais que c'était comme quelque chose que je sentais en moi. Donc je pense juste que si tu es capable de voir et d'expliquer au jury que ça te manque, que tu veux le faire même si tu l'as jamais fait, c'est pas forcément dirimant. Et sachant que pendant ces quelques années d'expérience, t'as pas non plus rien fait à côté, quoi. Donc tu peux totalement apporter en complément ton expertise technique, juridique, projet, pilotage de projet, et dire que voilà, le management tu le verras plus tard, mais en tout cas t'arrives pas sans rien, quoi. En effet, donc comme tu le dis, je n'ai pas managé techniquement, mais j'ai comme fait de la gestion de projet. Et ça, par contre, j'en ai vraiment parlé aux grands euros que j'ai passés, notamment l'association, donc tu disais, je suis vice-président de l'association des anciens élèves des IRA. Et donc là, c'est un management, en mode projet, où tu accompagnes des projets, des adhérents qui ont des idées, etc.
Et donc, ce style de management, tu peux le valoriser à 100% à un oral, même si tu n'as jamais été en position de manager, de faire les comptes rendus d'évaluation professionnelle tous les ans, etc. Surtout que c'est très concret. Dans des projets bénévoles, si tu manages mal, en fait, c'est très vite à double tranchant. Les gens arrêtent et ils te suivent pas, quoi. C'est encore plus difficile peut-être. Quand je vois les lieux où tu as travaillé, à jouer les tours, dans le Loir-et-Cher, ensuite à Paris, pour ton expérience de cadre à Bercy, là, tu t'es retourné après à Orléans aussi. T'es à Strasbourg maintenant, un petit peu de manière épisodique. Comment tu fais pour jongler en fait entre vie perso, vie pro, pour essayer de retrouver un peu des lieux forts pour toi, des lieux qui t'importent? C'est une question très intéressante. C'est vrai que c'est peut-être la chose la plus compliquée que j'ai vécue, c'était ce côté un peu de se sentir déraciné, notamment pendant les IRA, où je suis parti à Nantes, alors que j'habitais à Blois. Mes enfants étaient à Blois, moi je suis parti à Nantes, je ne savais pas du tout où j'allais aller après, parce qu'il y avait un classement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi Paris, parce que je me suis dit au moins Paris, c'est accessible en train facilement par rapport à Blois, etc. C'est vraiment très compliqué à gérer. Je m'en sors en gardant en tête que j'ai deux priorités. C'est premièrement ma vie avec mon épouse, qui est actuellement, elle travaille à Paris, et mes enfants qui sont à Blois. Le reste, c'est pour moi de la découverte de France, et en vrai j'adore. C'est une richesse incroyable de pouvoir découvrir un an Nantes, un an Strasbourg, partir en stage, etc. Et je me dis aussi que tous les efforts que je fais actuellement, c'est vraiment pour préparer l'avenir. Et donc, à l'issue de cette formation à l'INET, peut-être que tu vas te rapprocher de Blois, tu vas aller dans le Loir-et-Cher, tu vas postuler à des postes dans ces communes? Alors c'est une possibilité qui m'est ouverte en effet. Je n'ai pas encore vraiment arbitré parce que j'ai aussi des attaches familiales actuelles. Je suis marié à quelqu'un qui travaille à Paris. Donc c'est un projet de vie qui se construit à deux. Alors j'ai vraiment ces deux envies, soit de faire un premier poste en Île-de-France et après partir, soit partir directement. Enfin tu vois, c'est quelque chose qui se construit à deux. Mais oui, en effet, j'ai aussi choisi, on y reviendra, mais j'ai aussi choisi ce concours parce qu'il me permettait d'exercer absolument partout en France. Et c'est vraiment quelque chose qui m'attire, qui m'anime et qui me plaît énormément. Tu parlais justement d'avenir. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Je pense que dans 10 ans, je me vois, par exemple, directeur général adjoint d'une collectivité en charge des fonctions support, par exemple. C'est quelque chose qui m'intéresse. En collectivité, on dit les fonctions ressources. Plutôt en province. Et j'aimerais, mais plus que l'endroit où je me vois dans 10 ans, je me dis que le chemin qui pourrait y venir, je me vois comme découvrir plein de choses. Tu vois, par exemple, faire un premier pas sorti d'INET en collectivité, après faire peut-être, pourquoi pas, 2 ans en tant que sous-préfet ou 2 ans en tant que magistrat, revenir en collectivité. Voilà, c'est vraiment, j'ai cette envie, en tout cas que ces 10 ans qui s'ouvrent devant moi, soient quelque chose où je puisse découvrir. Découvrir, picorer des compétences par-ci, par-là, et en fait, et t'étoffer. Et puis après, peut-être prendre des postes plus complets, mais aussi plus exigeants par la suite. Ok, tout à fait. Dernière question pour cette partie 2. Tu as une grosse expérience État, puisque tu as travaillé des GFIP, pour le ministère de l'économie, surtout. Et maintenant, tu bascules dans la territoriale. Est-ce que c'est le même combat? Est-ce que c'est la même chose? Alors, je pense que c'est le même combat, oui. Comme on dit, il y a une seule fonction publique et 3 versants de la fonction publique. Donc, je n'ai pas l'impression de me renier en passant de l'État aux collectivités. Je pense que ça m'apporte des choses, ça me donne aussi des compétences que des gens qui ont été que à l'État ou que en collectivité n'ont pas, puis une culture aussi, une connaissance, tu sais, des enjeux, des acteurs, etc. Après, il y a des spécificités qu'il ne faut pas gommer. Moi, je ne donne pas le conseil de passer tous les concours A+ qui existent, parce que ce n'est pas le même travail. Quand tu es administrateur de l'État, tu ne fais pas le même travail qu'administrateur territorial, que directeur d'hôpital, que cadre dirigeant de la sécurité sociale. Il y a quand tu es, je vais parler de ceux que je connais le mieux maintenant, quand tu travailles pour une collectivité locale, tu travailles pour un élu local que tu vois au quotidien, pour une équipe d'élus locaux que tu vois au quotidien. Tu mets en œuvre une politique. Il y a vraiment un côté relation à l'usager et relation aux politiques beaucoup plus vive et présente au quotidien qu'à l'État où, du moins de ce que moi j'ai connu, le lien aux politiques, au cabinet du ministre et au ministre, est quand même beaucoup plus distendu, même s'il existe. Où il n'est pas à notre niveau en tant qu'attaché ou même d'administrateur, c'est vraiment très très élevé, quoi. Ok, on va maintenant basculer sur la partie 3 pour parler des concours. Partie 3 sur les conseils au concours. Déjà, comment tu as vécu un petit peu cette année de préparation au sein de l'UNSP pour les concours A+, pour le concours de l'UNSP?
Est-ce que tu as des conseils pour les auditeurs qui sont sans doute des futurs candidats à cette préparation et au concours A+? C'était une année vraiment particulière pour moi où, en gros, donc c'est 12 mois de tunnel, de révision. J'ai eu des soucis de santé, j'ai eu un décès dans ma famille, je me suis marié. Donc tu vois, vraiment une année, un condensé d'une vie en 12 mois. Donc c'était vraiment très intense. Et je pense que ça m'a aidé. D'ailleurs, je vais faire directement le lien avec les conseils, ça m'a aidé à avoir 2 concours, parce que justement, je n'ai pas fait que réviser. Vraiment, mon conseil premier, c'est réviser à fond, parce que si vous faites cette prépa, vous avez 12 mois payés, 12 mois, ça passe très vite, allez-y à fond, ne regrettez rien, mais ménagez-vous vraiment des temps où vous faites autre chose. Moi, le truc que je faisais à côté, outre le truc assez traditionnel, tu sais, les gens qui cuisinent, etc., moi, j'adorais cuisiner. Mais ce que j'ai fait à côté, c'est que j'ai appris une langue, j'ai appris le suédois, parce que ça me sert strictement à rien pour les prépas concours. C'est quand même quelque chose qui te demande un effort intellectuel, donc ça me rassurait quand même un petit peu, mais ça n'avait rien à voir avec mes révisions. Donc voilà, tu vois, j'ai fait un truc un peu entre les deux. Certains pourraient faire un podcast sur un sujet ou un autre, mais voilà, faites quelque chose autre que réviser. Au-delà du podcast où je vois totalement le clin d'œil, mais apprendre le suédois, là je suis désolé, mais je comprends pas. C'était quoi? Est-ce que tu voulais faire un voyage là-bas ou tu aurais pu prendre l'espagnol, l'italien? Enfin, vraiment, et combien de temps t'investissais par semaine? Parce que apprendre une nouvelle langue, comment ça s'est passé? Dans le style de musique que j'écoute, il y a beaucoup de groupes suédois. Donc je me suis dit, allez, j'ai envie d'en faire, j'ai envie d'essayer ça. Après, j'avais un peu une hésitation entre norvégien, suédois, etc. Et en fait, j'ai regardé sur Maps la plus belle capitale, sur Google Maps, la plus belle capitale qu'il y avait. Je me suis rendu compte que Stockholm était, à mon sens, plus jolie. Je me suis dit, je me verrais bien partir en voyage là, après mes concours. Donc allez, go pour le suédois. J'ai révisé en gros une demi-heure par jour. Donc tu vois, ça me faisait une petite coupure en fait. Certains feraient une petite partie sur un jeu. Voilà, moi j'ai fait une petite demi-heure de suédois avec une application. Après j'ai discuté avec des gens. Enfin, c'était très bien. C'était ta façon de respirer, ton bol d'air dans la journée. Ok. Et donc après, de manière plus générale, sur 12 mois, t'as vécu donc des épisodes quand même à la fois de joie, de bonheur, mais aussi de tristesse. Et donc un état peut-être émotionnellement instable par rapport à la charge mentale que représente une année de préparation concours avec un coup près et te dire que si tu dois doubler cette année de préparation, cette fois-ci t'es plus payé et tu reviens sur une charge normale de travail en tant qu'attaché. Peut-être des conseils sur la manière d'appréhender la note de synthèse qui est la matière phare, enfin la note avec proposition. Sens-toi libre vraiment de nous dire tout ce qui te semble le plus pertinent. Je pense que premièrement, il faut... Pour cette année qui, comme tu l'as dit, est très intense, il faut faire la part des choses. On ne prépare que un concours, entre guillemets. Ensuite, il faut vraiment se dire que 12 mois, ça passe vite et commencer à préparer les oraux très tôt, en groupe, en écurie. Donc vraiment le travail collectif, à faire des oraux blancs, etc. Après, le fichage à plusieurs, ça dépend de chaque personne. Mais en tout cas, les oraux blancs, se poser des questions, évoquer les sujets ensemble, c'est vraiment indispensable à mon avis. Après, sur la note administrative, pour moi, le conseil numéro 1 à appliquer, c'est avoir le style administratif. Il faut lire les rapports de la Cour des comptes et du Conseil d'État qui sont cette recherche du style, sont vraiment des exemples. Les titres doivent être signifiants et jetables, ça veut dire que quand tu lis juste les titres, tu sais de ce dont va parler la partie, et jetables, est-ce qu'ils ne peuvent servir qu'une seule fois. Il ne faut pas que ce soit des trucs très généraux. Et après, le style est quand même assez léger, mais en même temps très technique. L'administration française est une administration puissante, ça se voit dans le style. Avec une phrase de 5 mots, on peut faire passer des idées très complexes. Donc vraiment, avoir le style d'écriture, je pense que c'est le conseil primordial que je donnerais à nos auditeurs. C'est marrant parce que Lucilla, sur l'épisode 4, justement, nous racontait sur les livres qu'elle avait lus. Elle en avait lu justement pas beaucoup, c'était plutôt les rapports Cour des comptes. Et donc ce style administratif, il se retrouve bien évidemment là-dedans. Mais est-ce que pour autant, sur une année, on peut l'adopter, où il faut déjà, quand on est attaché, quand on est déjà dans l'administration et qu'on passe en voie interne, il faut déjà essayer de récupérer des missions où on peut déjà s'entraîner à notre échelle sur son poste? Je pense vraiment qu'il faut faire feu de tout bois. Tout ce que tu peux faire sur ton poste qui peut t'aider pour les concours, il faut y aller à fond.
À mon avis, le fait de dire le concours, c'est une année de préparation, c'est réducteur. C'est une année de préparation intensive et plusieurs années pour arriver à cette année de préparation. Et absolument, je suis vraiment d'accord avec toi. Il faut soit demander à rédiger des notes, si on travaille dans une administration où c'est possible, mais sinon, il faut aussi lire, essayer par soi-même, faire des copies blanches, même non corrigées, très tôt, juste pour essayer d'avoir ce style. Parce qu'en effet, en un an, si tu commences de zéro, c'est très compliqué. Et dans tes camarades qui étaient avec toi à la prépa concours, justement, est-ce que certains n'avaient jamais fait de notes et pour autant ont quand même réussi en un an à s'y prendre? C'était quoi un peu le profil des personnes qui t'entouraient à la prépa concours? Donc il y avait deux profils majeurs. Premièrement, et je vais commencer par eux, il y a les candidats au troisième concours, mais donc, qui étaient dans le même groupe que nous. Et j'ai l'exemple d'une camarade qui là, il y a Linette avec moi, qui travaillait dans le secteur privé, qui s'occupait d'affaires publiques dans le secteur privé, et qui du coup a passé ses concours, et elle a découvert, le coup d'entrée pour elle, c'était aussi de découvrir l'administration, de savoir ce que signifiait un sous-directeur, quel était ce style, etc. Vraiment de l'intérieur. Donc elle a eu un coup d'entrée important, mais ça a fonctionné. Elle a eu, elle et ainsi que plusieurs autres candidats du troisième concours qui préparaient avec nous. Et pour les internes, il y avait deux profils qui se retrouvaient le plus. C'était premièrement les attachés d'administration ou les contractuels qui étaient sur des postes d'attachés, donc qui souvent travaillaient en administration centrale ou administration déconcentrée de l'État, ou voire certains aussi qui étaient en collectivité locale et qui donc avaient déjà cette connaissance de l'administration et qui voulaient juste gagner cette vision macro dont je parlais tout à l'heure en devenant administrateur. Il y avait aussi une deuxième moitié de la promo qui sont les professeurs, de certifiés jusqu'aux agrégés dans le secondaire, et qui, eux, avaient une très bonne capacité à rédiger et à corriger les copies. Donc, ils savaient quel était l'attendu académique, mais ils avaient besoin, un peu comme peut-être ceux qui venaient du troisième concours, de découvrir l'administration en interne. Et donc, ce concours de l'INET que tu as réussi, les épreuves un petit peu, tu peux nous les redonner, et puis on parlera un petit peu aussi de ta formation, comment elle se structure en 2 ans. Donc, il y a 5 écrits et 5 oraux. Le concours de l'INET se rapproche de celui de l'INSP, ce qui fait que plusieurs personnes le présentent les deux. À l'écrit, il y a une note en économie, en droit, une composition de culture générale, une épreuve de finances publiques et une 5e épreuve qui est un peu différente de l'INSP, qui est plus un cas pratique où on est directeur d'une collectivité. Par exemple, l'année où j'ai présenté ce concours, il fallait qu'on propose un plan d'action pour lutter contre l'absentéisme et la souffrance au travail de fonctionnaires territoriaux. Ensuite, les oraux, il y avait une épreuve de droit des collectivités locales, une épreuve à option entre questions sociales et questions européennes, un grand oral, une épreuve d'anglais et une épreuve collective d'interaction qui n'a pas le même format qu'à l'INSP, où là on doit animer une réunion à 3 ou 4 et à la fin sortir de ce temps d'une demi-heure de réunion devant le jury avec une proposition et un plan d'action. On voit bien les similitudes avec le concours de l'ENA, mais c'est vraiment ce qui est prégnant, c'est que c'est l'économie, le droit, c'est de la note de synthèse, c'est de la note administrative, c'est pas des dissertes comme au concours externe. Ça, c'est vraiment le point le plus saillant. Est-ce que tu peux nous indiquer un peu plus sur la formation maintenant? Là, tu es au début de ta formation, tu as fait déjà un premier stage, tu as quasiment un deuxième en perspective. Comment ça se structure? La formation à l'INET dure 18 mois. La formation d'administrateur territorial, parce que l'INET forme également d'autres corps, d'autres cadres d'emploi de la fonction publique territoriale. Mais ma formation dure donc 18 mois avec 9 mois de scolarité et 9 mois de stage répartis en 5 stages. Donc la scolarité, c'est à la fois le tronc commun avec les écoles de la haute fonction publique et des cours aussi plus en commun sur la deuxième année avec l'INSP et aussi un gros travail sur la recherche d'emploi, parce que la spécificité de l'INET, c'est qu'il n'y a pas de classement, il n'y a pas de liste de postes, c'est à toi de te positionner en étant inscrit sur une liste d'aptitudes, de te positionner sur un poste, de candidater, comme tous les autres administrateurs territoriaux de France. Donc tu n'as pas la garantie de trouver un travail, même si dans les faits, la formation donne un bagage largement suffisant pour avoir un travail et tout le monde trouve un poste d'administrateur. Il y a 5 stages à l'INET. Le premier stage, c'est un stage d'observation auprès d'un directeur général des services d'une collectivité, donc un stage où on n'a pas de mission, on l'accompagne pendant 1 mois, avec une semaine de terrain, où on doit accompagner un agent de catégorie C ou B, mais du moins un agent qui est face à un usager, ou sur une mission précise. Par exemple, il y avait des collègues qui sont allés accompagner les rippers dans leur tournée de ramassage des déchets. Moi, je l'ai fait, par exemple, à l'état civil, à accueillir les personnes qui venaient demander des passeports et des cartes d'identité, etc. Le 2e stage est un stage thématique qui dure 7 semaines, où on a là, pour le coup, une mission à réaliser.
sachant que ces 2 premiers stages, on fait des vœux auprès de l'INET, et l'INET nous affecte sur ces stages en fonction des vœux qu'on a proposés, qu'on a explicités. Parce que tu veux dire que tu as la liste des stages proposés, et là tu dis, moi j'aimerais bien ça en numéro 1, ça en numéro 2. Mais en gros, il y a 2 fois plus de stages que d'élèves, on classe les vœux. En tout cas, dans ma promo, on était tous ravis de nos affectations. Il n'y avait pas de personnes qui a eu leur 6e ou 7e vœu, etc. Ensuite, il y a un stage collectif en interfilière, donc avec les ingénieurs en chef et les conservateurs des bibliothèques, qui sont les 3 cadres d'emploi de la haute fonction publique territoriale, où là, il y a une mission, ça dure 2 mois et demi, et on a donc une mission en interfilière où on doit utiliser les spécificités de chacune de nos formations. Et cette affectation est une affectation collective. Donc on se positionne chacun sur des vœux, mais là il faut qu'il y ait une répartition par cadre d'emploi, homme-femme, interne, externe. Donc c'est un peu moins assuré, mais c'est aussi l'occasion de découvrir une zone que tu ne connais pas forcément. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je le prends. Et donc ça répond à un besoin vraiment ponctuel d'une collectivité. Là, est-ce qu'il y a 25 offres de stage pour 25 groupes, ou pareil, on peut en laisser un petit peu sur le côté et certaines collectivités reproposeront ce stage l'année suivante? Non, oui, il y a plus d'offres que de stagiaires dans tous les cas. Par exemple, moi, la scolarité Linette m'a dit qu'il rechercherait un stage en région centre pour que j'ai au moins l'opportunité de pouvoir me positionner sur un stage dans la zone qui m'intéresse, sans m'assurer que d'autres personnes accepteront de venir avec moi, et donc peut-être que ce stage ne sera pas demandé. En tout cas, il y a une vraie volonté de répondre à nos besoins et à nos envies géographiques. Ensuite, le 4e stage est un stage d'ouverture. Donc là, il faut qu'on aille dans un stage, ça dure entre 3 semaines et 1 mois en fonction des années. Et là, tu dois aller là où tu n'as pas travaillé et en dehors d'une collectivité territoriale. Donc ça peut être un hôpital, une préfecture, une association, une entreprise. Vraiment, c'est juste découvre quelque chose pendant 1 mois. Il n'y a pas de mission, c'est vraiment un stage découverte. Et enfin, un stage de professionnalisation qui, pour plusieurs personnes des promos d'administrateurs, est un stage de pré-embauche parce qu'ils ont déjà trouvé un poste. Et pour les autres, est un long stage où on peut remplir une mission, mais là, donc en fin de scolarité, donc une vraie mission, entre guillemets, d'administrateur. Tu as un exemple de mission d'administrateur justement de fin de stage pour nous montrer à la fois la diversité, mais aussi la profondeur, en fait, l'expertise qu'on attend d'un élève administrateur territorial en fin de stage? Oui, par exemple, il y a une commune autour de Paris dont le maire questionnait la création d'une mutuelle communale, en disant certaines communes le font, pourquoi pas nous? Mais en interne, il n'y avait pas encore de c'est quoi une mutuelle communale, qu'est-ce que ça implique, quelles sont les différentes typologies de mutuelles communales, etc. Et donc le stage que proposait cette commune était vraiment voici la volonté politique de créer une mutuelle communale, créez-nous une feuille de route. C'est très vaste en fait ce qu'est une mutuelle communale. Ça peut aller soit de la négociation d'un contrat auprès d'un opérateur privé par la ville pour les habitants de la ville, ou alors par le portage en direct d'une mutuelle par la ville, enfin par la collectivité, avec du coup des questions qui se posent est-ce que c'est une adhésion obligatoire, est-ce qu'on adhère donc seulement les personnes qui sont le plus en besoin, donc c'est une mutuelle qui de base va être déficitaire, qui aura besoin d'être complétée par un apport en capital public. Donc tu vois, c'est vraiment, on te propose une idée politique et tu dois faire ce qui sera ton travail après en tant que haut fonctionnaire, créer le cadre juridique et réglementaire et administratif de cette commande politique. Ok, donc on y voit plus clair sur cette approche par stage de l'INET, mais sur le contenu théorique, sur ce qu'elle t'apporte, cette école. C'est quoi la plus-value? Et en plus, tu peux la comparer, toi, avec ce que tu as vécu dans les instituts régionaux d'administration à Nantes, et aussi ton parcours professionnel précédent. Ce que ça m'apporte personnellement, premièrement, c'est de découvrir les collectivités territoriales, moi qui viens de l'État. Et c'est aussi, et c'est une vraie force de la scolarité à l'INET, c'est qu'elle est faite par des formateurs qui sont en poste. Et donc, il y a un côté vrai réseau de pairs qui t'accompagne, à qui tu peux poser des questions à la fois sur le sujet de la formation, mais un peu également sur j'ai vécu ça en stage, etc. Et donc il y a vraiment un côté très émulation en permanence qui est vraiment très, très exaltante. Et il y a aussi évidemment les 5 stages qui te permettent de découvrir 5 environnements professionnels différents, 5 postures de cadres différentes, etc. Donc vraiment les stages et le fait que ce soit fait par des administrateurs territoriaux en poste. Est-ce que par rapport à tes expériences professionnelles, justement, tu aurais apprécié de savoir un petit élément avant pour ne pas tomber dans le piège ou ne pas te retrouver surpris? Alors, premièrement, oui, j'aurais aimé vraiment comprendre la différence de catégorie hiérarchique qui peut exister. Ça m'aurait peut-être permis de passer d'autres concours ou d'avoir un déroulé de carrière différent. Mais surtout, j'aurais aimé savoir qu'il faut avoir confiance en soi. Et que, en fait,
notre parcours, même s'il est atypique comme le mien, même s'il est vraiment donc différent des autres, etc., en fait, il peut intéresser un jury. L'important, c'est de trouver le fil rouge, et en fait, il y en a toujours un, même si on n'a pas l'impression, il y a toujours un fil rouge, et de le trouver, d'être capable de l'expliquer au jury. Et cette notion de storytelling, cette notion de pouvoir trouver l'histoire derrière son histoire, c'est vraiment quelque chose qui demande du temps, mais qui est, à mon avis, indispensable. Et donc, j'aurais aimé qu'on me dise dès le début ça. Et donc ton fil rouge, si on doit résumer en 2 secondes ce que tu as présenté pour le concours administrateur territorial, par exemple? C'est que je suis quelqu'un qui aime découvrir et qui surtout sait retenir de toutes ces expériences des choses pour les expériences futures. Donc je me suis présenté comme un candidat rassurant qui a un parcours atypique mais qui a retenu énormément de choses et qui maintenant, aux portes de la haute fonction publique, est capable aussi de dire « mais j'ai été catégorisé, j'ai fait l'accueil, je sais ce que ça veut dire quand je dirais à un agent telle chose, telle chose. Quand on parle de droit de retrait, quand on parle d'agression à l'accueil, etc., je sais ce que c'est. » Est-ce que tu as l'impression que là où tu fais tes stages à l'INET, les agents que tu manages, que tu rencontres, ils le savent que tu es passé par toutes ces cases-là, où ils te voient directement « ah, c'est encore un haut fonctionnaire, un administrateur, il connaît sans doute pas le terrain ». Est-ce que déjà tu arrives à le voir dans leur regard et dans leur ressenti, cette approche peut-être différente? Les agents qui ne se renseignent pas à l'avance, en tapant mon nom sur LinkedIn, me prennent juste comme étant un petit jeune qui a fait l'INET et qui est administrateur territorial. Ceux qui sont renseignés m'ont dit, ceux que j'ai vus en stage m'ont dit « ah, dis donc, t'étais catégorisé, etc. » Et donc il y a tout de suite un changement, je trouve, dans leur manière de me parler et de se projeter également. Je me souviens, j'avais fait une tournée avec les ASVP, donc les agents de surveillance de la voie publique de la ville où j'étais en stage, et je leur expliquais un peu mon parcours, et toutes les questions c'est « ah, mais du coup, t'étais catégorisé il y a quelques années, moi aussi, les concours, je peux comme les passer. » Et donc en fait, il y avait un côté, tu vois, un peu éclairage. Ah bah oui, en fait, je peux passer des concours. J'étais un peu l'exemple, même si j'aime pas ce terme, qu'on peut passer ces concours. Et donc, quel conseil de lecture tu donnerais à cette personne qui était, il y a encore une dizaine d'années, agent catégorisé, par exemple, ou de manière générale à nos éditeurs, sur les livres qui te semblent pertinents à lire quand on prépare les concours, ou juste même qui t'ont marqué? Outre les manuels, bien sûr, je ne vais pas vous faire une biographie, mais celle sur le site de l'INSP, qui est accessible à tous et très bien faite. Moi, j'ai énormément aimé lire des biographies ou des livres historiques pendant certaines préparations, parce que j'avais l'impression de lire quand même quelque chose qui me servait, de ne pas perdre mon temps. Je suis un peu control freak, tu vois, mais en même temps de déconnecter avec vraiment les finances publiques, la loi de finances initiale pour 2023, etc. Donc, deux biographies qui m'ont vraiment, enfin 2 livres qui m'ont vraiment marqué, c'est premièrement Les Rois maudits de Maurice Druon, donc qui présente ce début de la guerre de 100 ans, où on voit, d'ailleurs ça m'a marqué, peut-être que j'aurais pu t'en parler dans la question sur l'œuvre pour la fonction publique, mais on voit le personnage donc, réel d'Enguerrand de Marigny, qui était grand conseiller de Philippe le Bel, et qui à la mort de Philippe le Bel est tombé en disgrâce face aux attaques des nobles, parce qu'il représentait cette bourgeoisie qui voulait, de manière anachronique, on pourrait dire, ce haut fonctionnaire qui, par ses compétences, incarnait l'État également. Et il y a un autre livre qui m'a énormément plu, c'est Le Chemin des Morts de François Sureau, qui raconte son début au Conseil d'État après l'ENA, et son arrivée à ce qui est maintenant la Cour nationale du droit d'asile. Et on voit vraiment, grâce à ce livre, l'examen de conscience d'un homme qui a le pouvoir sur un autre de ses semblables. Et vraiment, on voit le poids de la décision, le parcours intérieur de « je vais prendre une décision », quelles conséquences ça va avoir. Et je ne raconte pas la fin, je ne divulgage pas la fin, mais vraiment ce livre qui se lit en moins d'1 heure était vraiment une pépite. Même pour les gens qui ne veulent pas être magistrats, parce que en étant fonctionnaire, en étant haut fonctionnaire, on a un pouvoir sur nos semblables. C'est dans la nature même de nos missions. Et il faut exercer ce rôle pleinement, mais quand même avec la main qui tremble. C'est marrant parce que justement, Valentin, dans l'épisode 2, il nous raconte un petit peu la même chose, où quand il est devenu magistrat administratif et qu'il a dû assurer une jugement seule face à des étrangers, et ben là, ça devient compliqué de statuer sur une personne qui pourtant est humaine et notre semblable, quoi. Et pour compléter ce que tu dis justement sur le Conseil d'État, il y a aussi un livre de Bruno Latour, le sociologue, La fabrique du droit, qui raconte un petit peu plus en détail, mais lui de manière pour le coup scientifique, une approche sociologique de la fabrication du droit au Conseil d'État, qui permet aussi de se rendre compte un petit peu de ce qu'est le métier d'auditeur de justice, de maître des requêtes et de Conseil d'État,
en complément un petit peu de cette approche biographique de François Sureau. Et est-ce que, de manière peut-être plus raccourcie par rapport au livre, il y a une citation qui t'a animé particulièrement et qui fait sens en toi ? Oui, il y a vraiment une citation que j'ai révisé l'épreuve de culture générale en apprenant par cœur des citations. Et il y en a une qui m'a vraiment marqué énormément et que j'ai envie de garder à mon esprit. Donc c'est tiré de Eriphyle de Voltaire. « Les mortels sont égaux, ce n'est pas la naissance. C'est la seule vertu qui fait la différence. C'est elle qui met l'homme au rang des demi-dieux. Et qui sert son pays n'a pas besoin d'aïeux. » Pour toutes ces personnes qui se rêvent d'être fonctionnaires et qui n'ont pas forcément de la famille dedans et qui veulent juste servir l'État ou les collectivités, ça a vraiment fait beaucoup de sens. Merci pour ce partage de citations. On va clôturer. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs ? De manière générale, pour vos postes, pour vos choix de concours, vos choix de ministère, choix de collectivité, ne choisissez pas le prestige, choisissez des missions qui vous font vibrer. Ce sera vraiment le seul moyen de passer 9 heures, vous vous sentirez utile, 9 heures par jour, vous vous sentirez utile, et de pouvoir capitaliser sur ces expériences pour d'éventuels concours et autres entretiens d'embauche. Et en tout cas, je voulais te remercier vraiment pour ton invitation et pour cette idée de création de podcast. Tu fais partie de ces gens qui font vivre le service public et qui montrent que en fait, l'administration, c'est pas quelque chose de mort et d'embêtant. Voilà. Donc merci à toi. Vivre d'abord par l'émission et pas forcément par la représentation, ça a tout ton sens et je crois que ton parcours l'éclaire tout à fait. Et merci bien sûr pour tes mots pour le podcast. J'en profite pour vous dire que si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le liker et à activer la cloche pour rester au courant des nouveaux épisodes. Aussi, si vous avez des remarques ou des questions sur ce qui a été dit lors de l'entretien, j'y répondrai avec plaisir dans un épisode complémentaire. Enfin, surtout, n'oubliez pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir. Donc continuez à vous renseigner et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.